L'actualité à la une ce matin, l'autorité de régulation du sous-secteur d'électricité prend service au moment où le besoin se fait pressant. Les membres ont juré ce matin la main sur le cœur d'accomplir leur mission avec loyauté. Ils doivent promouvoir le secteur. À suivre dans ce journal. Et puis, la campagne agricole s'installe difficilement au centre-est et au centre-sud. Dans ces deux régions, les pluies se font rares et les producteurs ont les yeux vers le ciel. Images et réactions des producteurs dans cette édition. Et puis, un invité nous accompagne dans ce journal. Monsieur Sami Ouattara viendra nous dire si oui ou non le prix du sucre a augmenté ce premier jour du jeûne du Ramadan. Bonjour, Monsieur Ouattara. Bonjour, Monsieur Simon Gongo. Alors, nous serons à vous tout à l'heure. Bonjour à tous. Bienvenue au 13h15, la télévision de Burkina. L'autorité de régulation du sous-secteur d'électricité peut commencer ses activités. Ce matin, les membres ont juré face à la Cour d'accomplir leur mission avec loyauté. Cette structure créée par le gouvernement a pour rôle de promouvoir ce secteur au Burkina. Abdelaziz Yagibou. Un serment lourd de sens au regard de l'importance des missions assignées à ces impétrants. Un directeur des affaires juridiques et du contentieux, un directeur de services économie et planification, une directrice des affaires administratives et financières, un directeur des services techniques et un directeur de la communication. 5 compétences appelées à mettre en commun leur savoir-faire pour une meilleure régulation des activités de production, d'exploitation, de transport, de distribution, de vente, d'exportation et d'importation de l'électricité sur toute l'étendue du territoire burkinabé. L'électricité, aujourd'hui, le développement passe forcément par le secteur de l'électricité. Je crois que même en notre qualité seulement de consommateurs, nous pesons évidemment toute l'importance que l'électricité représente aujourd'hui au Burkina Faso. Au regard de tout cela et des difficultés que le secteur aussi rencontre, donc il était naturellement nécessaire que quand même l'autorité puisse se doter de tous les moyens, tant juridiques, humains et même matériels, afin de pouvoir mener à bien sa mission. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'autorité de régulation du sous-secteur de l'électricité est investie des pouvoirs les plus larges d'investigation, de contrôle et de sanction. Elle est compétente pour le règlement de tout litige relatif au domaine, mais aussi pour émettre des avis à même d'orienter le gouvernement. Nous devons veiller à ce qu'il y ait un approvisionnement efficace, suffisant et pérenne en énergie pour assurer le développement socio-économique pour un développement durable de ce pays. Comme l'épée de Damoclès, le serment exige de ses directeurs neutralité et impartialité dans le traitement de leurs dossiers. Un serment qui du même coup marque le démarrage des activités de cette nouvelle autorité indépendante qui donne rendez-vous dans 2 à 3 ans pour des résultats palpables. Le ministre taïwanais du Travail au centre de formation professionnelle de référence des Ignarés, vous le savez, le centre a été financé par son pays et son passage à Ouagadougou, Pansi Wei a fait le tour pour voir le fonctionnement. Lazare Pouya. En se rendant au centre de formation professionnelle de référence de Zignaré, Pan Shi-wei et sa délégation avaient une idée en tête. Constater de visu l'état des locaux, toucher du doigt les réalités de fonctionnement de ce centre et encourager le personnel. Cette visite se tient au moment où les jeunes locataires de ce centre sont en congé, mais qu'à cela ne tienne, le ministre taïwanais du Travail a été conduit dans les différents ateliers. De l'atelier génie électrique à l'atelier boulangerie-pâtisserie, en passant par l'atelier menuiserie-bois, le ministre taïwanais du Travail et sa suite ont pu admirer le dynamisme et la volonté affichée du personnel de ce centre de former les jeunes à des métiers. Ils pensent que c'est très bien, surtout ils voient que tout le monde dans le Burkina Faso il fait l'effort pour renforcer les techniques dans la formation professionnelle et avec le soutien de Taïwan, surtout les équipements fournis par le Taïwan. Ils pensent que c'est très bien. En présence des experts taïwanais et les formateurs, Pan Shi-wei a pu mesurer le sérieux qui se fait dans ce centre. Toute chose qui réjouit le premier responsable du centre. C'est un sentiment de joie et de satisfaction de recevoir un ministre d'un pays ami qui nous a aidé à implanter une structure de cette taille-là
Et cette visite-là nous galvanise à nous investir davantage pour la qualification des jeunes et à travers la formation professionnelle. Fruit de l'amitié et de la coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan, ce centre qui a ouvert ses portes en 2011 matérialise la nouvelle vision de notre pays en matière de formation professionnelle. C'est aussi un pays qui nous accompagne dans le programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle, qui est un gros programme sur 5 ans où la Chine-Taïwan se joint à un pool de partenaires et puis bien sûr la contrepartie nationale. À chaque étape de sa visite, le ministre taïwanais du Travail a eu droit à des explications sur la formation et le fonctionnement de l'atelier. Il est très satisfait et il pense que pour la prochaine étape, c'est comment le gouvernement burkinabé peut faire dans le côté des entreprises et de l'industrie pour élever le niveau afin que les apprenants sortants ils ont le marché convenable qui peut les employer. Pan Shi-wei et sa délégation poursuivront leur visite dans les jours à venir dans les structures réalisées grâce à l'appui de la République de Chine-Taïwan. Le voisin japonais, lui, soutient le Burkina avec 11 volontaires. Ces volontaires interviennent dans les secteurs de l'éducation, de l'environnement ou encore du sport. Avant de rejoindre leur poste en province, ils ont été présentés aux autorités burkinabées. Ramatou Zida, c'est Sylvesta. Ces jeunes nippons au nombre de 11 sont les nouveaux volontaires que le Japon met à la disposition du Burkina Faso. Et c'est le plus gros effectif reçu depuis la crise de 2011 qui avait freiné l'élan. Pendant 2 ans, ils mettront leurs connaissances et leur savoir-faire au service des populations burkinabées. Ils interviendront dans les domaines du développement communautaire, l'éducation préscolaire et primaire, ainsi que le sport. C'est vraiment le résultat concret des 2 chefs d'État qui sont très bonnes relations. Je suis content. En fait, j'ai parlé avec des Burkinabés. Ils sont très gentils. Je vais m'occuper des puits. Je vais organiser un groupe pour bien garder des puits. C'est ça que je vais faire. Les autorités burkinabées saluent ce retour en ce sens que les actions des volontaires contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous apprécions ce geste à sa juste valeur parce que cela magnifie l'excellence des rapports entre le Burkina et le Japon. Et je voudrais rappeler à cet égard que c'est depuis 2000 que nous accueillons des volontaires japonais ici qui viennent intervenir dans plusieurs domaines prioritaires du Burkina. Le service volontaire japonais a été introduit au Burkina Faso en 1998. À ce jour, ce sont au total 350 volontaires qui y ont été accueillis. Selon leur profil, les nouveaux arrivants sont affectés dans différentes structures à travers une dizaine de provinces. Avant leur déploiement sur le terrain, ils recevront une formation d'1 mois en apprentissage du français, question de leur permettre de se familiariser avec la langue officielle du pays. Place à présent à la page entretien de ce journal avec M. Sami Ouattara, directeur général du commerce extérieur. Bonjour M. Ouattara. Bonjour M. Simon. Alors vous êtes venu nous parler du prix du sucre. Dites-nous, est-ce que le prix a augmenté sur le marché? Merci M. Simon Gongo de nous donner l'occasion d'éclairer l'opinion publique nationale et plus particulièrement nos frères musulmans sur le niveau des prix du sucre et ainsi que sur sa disponibilité en ce mois béni des carême musulmans. S'agissant du prix, il faut dire que les prix du sucre sont ceux qui ont été fixés par le gouvernement depuis 2012. Ce qui traduit l'effort constant du gouvernement de pouvoir maintenir les prix constamment sur le marché. Et c'est quoi ces prix-là? Les prix tels que nous les observons aujourd'hui sont autour de 550 francs pour le sucre granulé, 1 kg bien entendu, et dans l'ordre de 750 francs pour ce qui concerne le sucre en carreau. Voici donc les niveaux de prix que nous observons sur le marché, aussi bien à Ouagadougou et à Bobo. Pour les autres localités du territoire national, compte tenu des frais de transport
exposés par les différents distributeurs, ces prix sont légèrement en hausse dans ces localités-là. Donc voici les niveaux des prix, comme une fois de plus je l'ai souligné, sont des prix que le gouvernement a tenu à maintenir depuis donc l'année dernière jusqu'à cette année pour pouvoir permettre un bon déroulement du jeûne musulman. Vous dites 550 pour le kilo, alors que par moment, il semblerait qu'il y a des quartiers où on a de sucre à 800 francs le kilo. Certainement, il s'agit des quartiers reculés des deux grandes localités que je viens d'indiquer. Sinon, pour notre observation qui nous a été donnée d'avoir à partir donc de nos services qui sont sur le terrain, la large majorité, sinon la quasi-totalité en tout cas des revendeurs, sont au niveau donc des prix que je viens d'indiquer tantôt. C'est-à-dire 550 francs pour le kilo de sucre granulé, donc le sucre en poudre, et 750 francs en ce qui concerne le sucre en carreau. Alors, et pour ce qui est de ceux qui augmentent le prix, comment le ministère justement s'y prend pour pouvoir réguler cette situation? Écoutez, les services compétents de notre ministère sont sur le terrain depuis donc l'entame de ce jeûne musulman pour accentuer d'abord le premier mécanisme que nous avions en temps normal et qui est celui de l'observation et la surveillance des prix. Et puis après cette période d'observation et de surveillance, il va s'en suivre une période de contrôle. Contrôle assorti bien entendu de sanctions pour ceux qui seront en porte-à-faux par rapport donc à la réglementation en vigueur, c'est-à-dire au niveau des prix fixés par le gouvernement. On a l'impression que chaque année, le problème arrive à chaque ramadan avec ces spéculations. Est-ce que finalement il y a un problème de communication entre le ministère et les distributeurs ou bien c'est quoi exactement le problème? Non, je pense que ces 2 dernières années, nous sommes arrivés quand même à stabiliser quelque peu la situation. Je prends en témoin nos frères musulmans. L'année dernière, nous avons eu quand même un mois de jeûne apaisé. C'est ce qui nous a permis cette année de renouveler les prix que nous avons fixés pour l'année dernière. Et il faut dire que ces prix-là ont été fixés de commun accord avec les différents acteurs du marché. Principalement la SM Sosuco, qui est le plus grand pourvoyeur en sucre sur le marché national. Donc l'unité de fabrication qui est installée à Banfora, mais aussi les distributeurs et les importateurs de sucre. Nous avions eu plusieurs concertations, nous nous sommes entendus de manière consensuelle, en tout cas sur ces niveaux de prix qui ne devraient pas être dépassés. Donc j'espère également, comme l'année dernière, que cette année, nous aurons un mois de carême apaisé, en tout cas du point de vue prix et du point de vue approvisionnement du marché. Alors si toutefois vous arrivez à prendre des gens qui ne respectaient pas le prix, quels sont les sanctions encourues? Mais, les sanctions sont ceux qui sont prévus par la réglementation en vigueur. Il s'agit du décret de 2002, 615, qui réglemente la fixation des prix dans notre pays. Vous n'ignorez pas que nous sommes dans un régime de libéralisme économique. Toutefois, pour un certain nombre de produits, le gouvernement a choisi de pouvoir fixer les prix de ces produits-là. Cette réglementation-là, qui donne les mécanismes utilisés par le gouvernement pour la fixation de ces prix-là, est assortie en même temps de sanctions. Donc ce sont ces sanctions-là qui sont administrées par les services compétents dès lors qu'il y a manquement à la réglementation en question. Des amendes ou des peines d'emprisonnement? Il s'agit principalement des amendes, et il s'agit accessoirement de la saisie également des produits sur lesquels l'infraction a lieu. Et parfois également des outils qui ont servi en fait à la commission de l'infraction. Donc il y a une batterie de mesures de sanctions qui sont appliquées selon les cas, la gravité ou des circonstances atténuantes qui sont observées. Le problème aussi se trouve dans les provinces parce que tout à l'heure vous avez expliqué qu'il y a quelque part une certaine péréquation, mais le client, le consommateur forcément n'arrive pas à savoir exactement si je suis peut-être à Fada ou à Gawa, quel sera le prix du sucre pour moi finalement, comment ça se passe? Oui, c'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, il ne s'agit pas d'une péréquation, mais plutôt d'un différentiel de transport. D'un différentiel de transport qui s'applique à partir du lieu, du stade d'approvisionnement d'un revendeur qui se trouve dans une localité, hors de Ouagadougou et de Bobo, donc d'un différentiel de transport qui s'applique pour pouvoir obtenir le prix de la revente au niveau donc de ces localités-là. Est-ce que ce différentiel est connu par tout le monde? Le différentiel n'est pas fixé.
il est à la charge de l'opérateur économique. Mais il doit être dûment justifié pour être appliqué sur le prix auquel il se réfère, c'est-à-dire le prix soit de Ouagadougou, soit le prix de Bobo Dioulasso. Ce qui veut dire que le consommateur n'a pas de moyen de vérification si finalement le consommateur est soumis à la bonne volonté de l'opérateur économique. C'est vrai qu'il n'a pas de moyen de vérification, de contrôle. C'est un contrôle qui est à la charge de nos services compétents qui sont sur le terrain et qui sont également déployés dans les différentes localités de notre pays. Il s'adjoint d'ailleurs le concours des forces de l'ordre pour pouvoir opérer donc ces contrôles-là. Donc ce sont des pièces justificatives qui sont requises et qui sont vérifiées pour que ces prix-là soient effectivement applicables sur le marché. Alors, Monsieur Ouattara, est-ce que le sucre est disponible aujourd'hui sur le marché national? Je peux vous affirmer que le sucre est disponible en quantité souhaitable sur le marché, surtout pour ce mois de carême que nous venons d'entamer. En moyenne, nous avons observé ces 3 à 4 dernières années que la consommation de sucre durant le mois de carême est de l'ordre de 12 000 tonnes. En préparation donc de ce mois de carême-là, notre ministère a délivré à des opérateurs économiques qui l'avaient déjà demandé des autorisations spéciales d'importation de sucre. Nous en avons délivré pour près de 26 000 tonnes de sucre à importer. Au regard donc des 12 000, il va sans dire que le marché est suffisamment bien approvisionné. Et à côté de ce sucre importé, je vous l'avais dit tantôt, la SM Sosico, qui est notre unité de fabrication nationale, approvisionne également le marché. La production de la SM Sosico est de l'ordre de 30 000 tonnes par an. Et ces derniers mois, la SM Sosico a eu à écouler sur le marché, donc à injecter sur le marché près de 28 000 tonnes de sucre. Donc l'un dans l'autre, nous devons nous trouver avec des stocks suffisamment disponibles pour pouvoir approvisionner de manière conséquente sur le marché. Du reste, nous avons constaté que du fait de cette abondance de stocks, les prix sont en train d'observer une certaine baisse sur le marché. C'est ce qui fait que nous avons les prix de 550 francs pour ce qui concerne le sucre granulé et puis accessoirement 550 pour le sucre granulé et 750 pour le sucre en carreau. Donc je rassure nos frères musulmans que comme l'année dernière également, le sucre est disponible sur tous les marchés de notre pays. Et que surtout le prix n'a pas augmenté. Mais le prix reste inchangé et même observe, comme je l'avais dit tantôt, un certain repli. Merci d'être passé nous voir. La suite de ce journal avec la campagne agricole au centre-est et au centre-sud qui se trouvent en difficulté. Aussi bien donc au centre-est qu'au centre-sud, les pluies sont mal réparties dans le temps et dans l'espace selon les spécialistes. C'est le constat qu'Ernest Kambiré a pu faire sur place. Dans les deux régions agricoles du centre-est et du centre-sud, l'installation de la campagne agricole est quelque peu difficile avec des pluies irrégulières et mal reparties dans le temps et dans l'espace. Ici, à Turé, dans le Kouritenga, Boukari Tarsondo se dit inquiet et pour cause, il a plu dans la localité il y a environ 20 jours. Le problème, c'est la pluie. Il faut la pluie. C'est dur pour l'entretien des cultures. Un peu plus loin à Gungen et à Adaptenga, toujours dans le Kouritenga, la situation est beaucoup plus critique. Dans le Boulgou, Albert Wilga, par contre, est ici en plein dans les opérations d'entretien. Là, même si les pluies se font attendre, la campagne agricole présente un tout autre visage avec un état végétatif des cultures au stade de levée-montaison. Pour le moment, il est arrêté, mais bon, comme ça ne nous gêne pas un peu. Si au moins une semaine, s'il vient encore, ça va nous faire du bien. L'irrégularité des pluies ont vraiment perturbé un peu l'activité des producteurs. Jusqu'à présent, nous n'avons pas enregistré de grandes pluies qui puissent permettre aux producteurs de vraiment ensemencer les parcelles de riz et de maïs. Or, vous savez, c'est les céréales essentielles, bien sûr, de la province. D'une manière générale, la campagne agricole s'installe difficilement au centre-est avec une pluviométrie mal repartie dans le temps et dans l'espace, d'où cette appréciation d'ensemble. Il y a vraiment la pluviométrie, mais la répartition là, spatio-temporelle, vraiment n'est pas bonne. Voilà, nous avons en tout cas des zones, notamment la partie est et nord de Kouritenga, où actuellement vraiment l'installation est vraiment difficile.
Dans la région voisine du centre-sud, le constat d'ensemble de l'installation de la campagne agricole est hétérogène, avec toutefois une situation quelque peu acceptable, même si ici aussi l'inquiétude est perceptible. Ici, il a plu très tôt et nous avons sémé. Tout se passait bien, mais actuellement, il ne pleut plus. C'est des ressemis et ce n'est pas facile pour nous. Nous avons reçu de grosses pluies dans le mois d'avril et des pluies précoces, ce qui a permis à certains producteurs de faire des semis. Et c'est ce que vous voyez actuellement, les cultures qui sont au stade montaison actuellement. Et après, dans le mois de mai jusqu'en juin, vers la deuxième décade, nous avons enregistré de fines pluies qui ne permettaient pas de faire des opérations culturelles. Et ce n'est que cette dernière semaine, dans cette semaine presque, que la campagne a commencé, les pluies ont commencé à tomber, ce qui a permis aux producteurs encore de reprendre les labours et même continuer les semis. Entre semis, ressemis, labours et opérations d'entretien par endroit, les producteurs de deux régions agricoles scrutent à chaque instant le ciel en implorant sa générosité pour un bon déroulement de cette campagne agricole 2013-2014 qui s'installe difficilement. La RTV2 Plateau Central, à son directeur régional, Abdoulaye Wassin, a pris fonction hier. Installé par ses supérieurs, il veut être proche des réalités des populations des 3 provinces de la région. C'est Sylvestre là. Je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de directeur de la RTV2. Nommé en février dernier, Abdoulaye Wassin est installé ce 9 juillet, tout premier directeur de la RTV2 Plateau Central. Journaliste de formation et précédemment directeur du département rédaction et rapport au service d'information du gouvernement, il a désormais la charge de conduire le démarrage effectif des activités de la structure déconcentrée de la radiodiffusion télévision du Burkina. Abdoulaye Wassin dit prendre la mesure des défis qu'il a relevés. Il s'engage à faire de la RTV2 dont il a désormais la charge l'émeraude de la RTB. Nous allons commencer à voir dans tous les domaines de développement qu'est-ce que la RTB peut faire comme contribution pour pouvoir faire avancer les choses. C'est ce que nous allons faire. Et c'est vrai que les équipements ne sont pas encore sur place, c'est pour bientôt. Et en attendant, on est là, on va travailler parce que pour s'installer, il y a beaucoup de choses à faire. Le nouveau directeur compte sur le concours de sa hiérarchie, mais aussi et surtout sur l'adhésion du personnel au travail bien fait et sur la volonté des populations pour que la RTB déconcentrée puisse atteindre ses objectifs. Dans cette logique, la région a mis à la disposition de la RTV2 Plateau Central un local pour lui servir de siège. C'est d'abord même sensibiliser et conscientiser les populations face justement aux problèmes qu'elles peuvent rencontrer et également face à la technologie nouvelle que nous voulons mettre en œuvre dans le cadre justement de l'agriculture, de l'élevage et ainsi de suite. Je crois que la RTV2 sera vraiment d'un apport pour permettre à la population de s'approprier justement ces différentes réformes-là au niveau de l'agriculture et de l'élevage. La création des RTB Région répond au souci d'accompagnement du processus de décentralisation au Burkina Faso. La RTB entend ainsi mieux se rapprocher des populations et adapter ses structures au regard de l'accroissement du nombre de collectivités territoriales. Un dictionnaire pour faciliter la compréhension du langage informatique. Dictionnaire informatique, c'est son nom. Il contient des termes fondamentaux de l'informatique destinés aux élèves et autres utilisateurs, ainsi qu'aux étudiants. Moumouni Soubega. Waye Roger Zerbo est analyste informatique. Il est le concepteur d'un dictionnaire, le dictionnaire informatique. Environ 300 termes y sont consignés et expliqués dans le souci de rendre le langage informatique beaucoup plus accessible. Le dictionnaire informatique est né à l'issue d'un projet, voilà, qui est le projet Tikatougan, qui est un projet de vulgarisation de l'informatique et de la technologie en milieu rural. On avait pour mission de renforcer les capacités techniques des professionnels du monde rural. Et dans ce sens, nous avons rencontré une petite difficulté qui est la communication entre formateurs et apprenants. Donc nous avons sélectionné et collecté des termes basiques et fondamentaux, voilà, de l'informatique
que nous avons maintenant voulu vulgariser à travers ce lexique, voilà, que nous avons nommé dictionnaire informatique. Le dictionnaire est destiné à tous les utilisateurs de l'outil informatique. Et pour l'auteur, il se distingue des autres manuels par sa simplicité. Quant au prix, il dit l'avoir étudié pour le rendre accessible. Le dictionnaire informatique est disponible depuis le 20 avril 2013 à Radio Optima et à la Fondation Nature Vie au prix de 3 000 francs CFA. Et dites-vous que ce prix n'a rien à voir avec la qualité de l'œuvre, de l'ouvrage. Dites-vous que ce prix est étudié pour que ce document soit accessible. Après ce premier essai et toujours dans sa volonté de vulgariser le langage informatique, Wayne Roger Zerbo compte éditer un volume 2 de son dictionnaire consacré au logiciel. Le bras de fer est loin d'être terminé en Égypte. Les frères musulmans continuent leur mobilisation contre les autorités de transition. Une semaine après la chute de leur leader, ils ont refusé de prendre part au nouveau gouvernement. Ali Mansour, le président de la transition, annonce les élections pour 2014. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À demain.